Bonjour, voici une petite vidéo pour partager mon retour en tant qu'utilisateur de la Citroën C4 électrique ou EC4 et répondre à certaines des questions que l'on se pose quand on passe à l'électrique. Contrairement à d'autres vidéos, mon but n'est pas d'influencer en répétant la vie des autres, ni de juger l'esthétisme, car ça dépend de chacun, ni de comparer avec d'autres modèles, car en fait j'ai eu que des Citroën et avant celle-ci, on va dire plutôt anciennes. Tout d'abord, les couleurs. Quand on veut un peu d'originalité, sur cette Citroën C4, on n'a pas beaucoup le choix. Sur des modèles précédents de C4, on avait des couleurs vraiment vives, comme des jolis jaunes, des jolis bleus, mais là, mis à part le noir et blanc, il y a quand même plusieurs coloris de gris. Gris foncé, gris-gris, gris clair. Bon, ça reste gris, c'est pas vraiment exaltant. La couleur orange a disparu, on va dire, début 2023 plus ou moins, et donc il reste un rouge classique, pas mal, et un bleu clair qui change légèrement de couleur en fonction de la luminosité et qui peut tendre légèrement vers un peu un bleu légèrement vert, un peu très original on va dire. Donc cette couleur-là est assez originale et pour faire des photos c'est aussi la plus esthétique. Quand on voit le véhicule pour la première fois, on est quand même surpris par son style, par sa ligne. Le véhicule a vraiment une originalité esthétique spécifique qui reprend d'autres Citroën, ça on le verra juste après. Par contre, il s'agit bien d'une compacte, qui est un peu haute, un peu surélevée, mais c'est bien une compacte. D'ailleurs, c'est très pratique pour les routes de montagne, là où il y a souvent des chutes de pierres. Ça permet de passer souvent au-dessus. Donc ça déjà, c'est un avantage très très pertinent. Quelques photographies du véhicule sous différents angles. Donc d'abord sur le côté. Donc on note bien le véhicule bien surélevé avec des tours de roue quand même importants. Après légèrement de face. La même vue. Donc là avec moins de lumière, le bleu ressort un petit peu plus, c'est intéressant. On voit bien la signature en fait en long X de chaque côté qui est assez plutôt joli, plutôt bien fait. Après on voit la face avant, donc elle est relativement arrondie, on voit quand même des lignes décrochées pour l'aérodynamisme, même si de face elle fait quand même relativement un bloc assez massif, il y a quand même des lignes de cassure pour l'écoulement de l'air, donc il y a vraiment un travail de fait sur l'aérodynamisme. Après de derrière, avec des feux en, on va dire une sorte de Y couché, c'est relativement bien travaillé aussi, avec des différentes lignes. Donc à l'arrière, ce ne sont pas des aérations, il n'y a pas d'effet Venturi, c'est juste décoratif. Donc ça donne un style arrière un peu, on va dire un petit peu sportif. L'ensemble est quand même un peu chargé, mais c'est intéressant. Et de l'autre côté, par rapport aux autres berlines, cette C4 est un petit peu plus haute. Le constructeur annonce environ 1,53 m, ce qui est un petit peu plus élevé que d'autres berlines, mais on va voir, c'est pas extrêmement très haut non plus. Par exemple, par rapport à la Toyota CHR, qui elle est classée dans les, on va dire, tout-terrain urbain, qui est quand même un petit peu plus haut, on voit que la face avant est très ressemblante, mais par contre l'arrière est totalement différent. Elle est par contre bien plus haute que la première C4 qui existait en version berline et coupée. Donc là par rapport à la berline, on voit quand même des traits assez similaires sur la ligne, surtout la ligne arrière qui, on va dire, descend progressivement. Et encore plus par rapport au coupé, où à l'arrière on a un aileron qu'on voit là sur la droite et avec une vitre arrière en deux parties, un petit peu comme sur les Prius. Donc la C4 là de troisième génération reprend pas mal de code esthétique par rapport à la C4 de première génération et en particulier par rapport à la coupée. Par contre, la face avant très aérodynamique de la première C4 a disparu et on est plus inspiré ici par la C4 Cactus, ici de première génération, avec un très joli, enfin on aime ou on n'aime pas, on va dire un jaune en tout cas vif qui est gai. Donc comme on voit à l'image ici, la première DS4, à l'époque où c'était encore
vraiment des Citroën, à la même hauteur que la C4 actuelle de troisième génération. Donc ce n'est pas vraiment une exclusivité ou quelque chose de vraiment innovant ou nouveau de faire des compacts et légèrement surélevés et à la fois coupés. Donc cette troisième génération de C4 reprend pas mal d'éléments extérieurs maison, de la maison de Citroën. Pour l'intérieur, on retrouve aussi d'autres similitudes avec d'autres modèles. Donc par exemple la pédale de frein qui est assez graduelle, qui rappelle un petit peu celle sur les C5 et surtout sur l'Exantia. Au freinage, le train avant s'enfonce légèrement comme à l'époque sur les XM. Donc au début ça peut surprendre, mais quand on se souvient des XM et des autres grandes Citroën, ça fait un petit rappel nostalgique vraiment intéressant. Là sur la C4 électrique, grâce au moteur électrique justement, qui donne de la puissance instantanément, on a un véhicule vraiment intéressant à conduire et très dynamique. Sur la route, il a une bonne tenue de route, comme tout le monde le dit, le centre de gravité est bas grâce aux batteries qui sont dans le plancher. Et les virages, en fait, on n'a pas de mauvaise surprise, on décroche ni de l'avant ni de l'arrière, tout est bien équilibré. Bon, par contre, même si elle est dynamique, elle est quand même pas aussi agile qu'une Xantia en fait, qui reste vraiment une référence dans les tests d'évitement grâce à son dynamisme et sa précision exemplaire sur route. Voici une photo intéressante où on voit justement la C4 de troisième génération avec un C5 Aircross de seconde phase, donc les deux immatriculés au même moment. Donc on dit souvent que les véhicules électriques sont lourds, en soi c'est vrai, mais ce ne sont pas les seuls. La masse ici, et donc pas le poids, la masse de la C4 électrique est de 1541 kg d'après le constructeur. Donc pour une voiture électrique de la taille des compacts, c'est quand même bien. La C5 Aircross, avec le moteur le plus petit, a une masse vraiment quasiment la même. Par contre, en hybride rechargeable, ça monte à plus de 1800 kg. Et après, il faut rajouter le carburant, les huiles, etc. Donc, pour une voiture électrique, même si 1,5 tonne pour une personne ou deux personnes, en soi, c'est quand même beaucoup, par rapport à d'autres véhicules, c'est tout à fait correct. Maintenant, petite visite de l'intérieur. Donc en version de base sur la C4 électrique, l'équipement est déjà quand même très riche. Donc je ne vais pas faire une liste car au fil du temps, les équipements inclus peuvent changer, soit à la hausse ou à la baisse. Donc au vu de la position légèrement haute du véhicule, ce qui est bien c'est que entrer ou sortir du véhicule ne pose pas de problème, surtout pour ceux qui ont, on va dire, mal de dos ou des difficultés de mobilité. Là vraiment il n'y a pas de problème, il n'y a aucun effort à faire pour entrer ou à sortir. Le confort, bon ça reste une Citroën, hein, c'est bon, l'amortissement est quand même bon. Les petits problèmes ici sont sur le confort des sièges. Pour du Citroën c'est très très juste et l'appui-tête est vraiment compliqué à régler et on va dire que l'appui-tête sur la version de base n'est pas très confortable. Ce que j'apprécie également, c'est la protection autour des portières. Ça arrive de temps en temps de se prendre des portières, les coins des portières, surtout quand il y a du vent. Donc là, on peut toujours se prendre le coin de la portière, mais il y a une sorte de caoutchouc qui évite le côté anguleux. Donc ça, c'est bien pensé et ça fait plaisir et ça évite de se faire mal. Vue maintenant de l'intérieur, donc on note la forme du volant légèrement plus petite, pas de problème particulier. Sur les côtés, les vitres sont relativement petites, donc ça c'est à peu près une mode qu'on retrouve sur d'autres véhicules. Donc les vitres sont plus étroites et à première vue le champ de vision est quand même moins important que sur des véhicules plus anciens. Donc au début ça surprend un petit peu. Quand on conduit, c'est par exemple désagréable, on a le coude, quand on a bien conduire en mettant le coude sur le rebord de la vitre, ben là on a le coude plus haut que le volant, donc c'est assez inconfortable, donc on change d'habitude. Donc ça là par contre c'est pas vraiment spécifique à ces véhicules là, mais c'est une tendance d'ensemble d'avoir des véhicules avec des vitres plus hautes que, que avant. Donc dans l'ensemble, bon là c'est un petit peu sombre, je pense que c'est à cause de la photo là avec le flash, avec du soleil c'est pas si sombre. L'ensemble c'est bon, sobre, hein, c'est le mot qu'on utilise pour Citroën depuis des décennies, mais pratique. Quand j'ai pris le véhicule, ce que je voulais vraiment éviter c'est d'avoir des écrans géants
où tout est contrôlé par des écrans. Donc je suis pas technophobe, c'est juste que au travail et dans la vie, on passe déjà assez de temps devant les écrans, donc quand on conduit, l'écran pour moi c'est vraiment pas possible. Donc là, ça, ce qui m'a fait plaisir, c'est d'avoir vraiment bon, un écran qui est tactile, mais surtout de toujours avoir des boutons comme avant qui permettent de remplacer l'écran tactile. Donc dans le véhicule, il y a pas mal de rangements, dont là par exemple la boîte à gants, qui aurait dû s'appeler une boîte à chaussures, parce qu'elle est tellement grande qu'on peut vraiment mettre des grosses chaussures. On a aussi entre les deux passagers, là, des deux petits rangements pour les téléphones, et avec une texture antidérapante, ça c'est très pratique pour pas avoir son téléphone qui valse au premier virage. Donc une vue du véhicule la nuit. Je me souviens d'avoir vu une vidéo d'un test d'une C4 où on va dire, les personnes qui testaient se demandaient si le véhicule éclairait les boutons la nuit. Ben oui, hein. Donc tout est éclairé, c'est bien une petite attention qui a été mise pour éclairer les prises USB qui sont de deux types, c'est pratique pour recharger son téléphone, et les vides-poches aussi qui sont éclairées. Bien sûr, on peut régler la luminosité des écrans et aussi de l'éclairage. Voici la vue depuis le volant. Donc d'autres personnes qui ont essayé le véhicule et qui ont fait des vidéos ont indiqué que l'écran était petit. Bon, bah, je sais pas, à moins de conduire vraiment semi-allongé, auquel cas l'écran serait petit. J'ai pas vraiment eu cette impression. Je me suis jamais dit je vais rapprocher ma tête pour voir vraiment les chiffres. Donc ça non. Après pour ceux vraiment qui veulent la modernité, il y a aussi l'affichage tête haute, mais là il faut les versions haut de gamme et donc dépenser vraiment plus. Donc le volant est assez quand même ergonomique, c'est pratique et les commandes principales sont presque toutes au volant. Bon alors comme pour toute nouvelle voiture, il faut vraiment du temps pour s'habituer et prendre ses habitudes parce qu'il y a quand même pas mal de boutons. Ah, voilà ce qui change quand on passe sur un véhicule électrique. La boîte automatique. Donc ce qui perturbe le plus en passant électrique, pour moi, ce n'est pas de plus polluer ou de ne plus faire de bruit, c'est vraiment de s'habituer à une boîte automatique, donc seulement deux pédales. Donc au début, on se fait des petites frayeurs où un véhicule surgit d'un seul coup et évidemment le pied gauche tape violemment le sol en cherchant l'embrayage. Ah non, il n'y a plus d'embrayage, donc la personne à côté se demande pourquoi on conduit comme ça. Non, non, c'était juste une habitude. Donc bon, ça va, hein, le pied droit freine quand même. Mais au début, ça surprend. Donc on prend ses petites habitudes et après, ça va. Par contre, le problème, enfin oui, qui est quand même un problème de logique, c'est que on a trois modes. Et pour le mode D, qui veut dire drive, bon, on va dire rouler, quoi, il est vers l'arrière. Donc pour aller de l'avant, il faut mettre le petit sélecteur vers l'arrière. Donc ça, vraiment, c'est pas logique. Donc c'est pas spécifique à Citroën. Ils ont pris le système, on va dire, international pour les boîtes automatiques. Donc sur la plupart des véhicules automatiques, c'est comme cela. Donc pour aller à l'avant, il faut mettre le sélecteur vers l'arrière. Donc pour moi, c'est pas vraiment intuitif. Donc faire attention aux erreurs de sens. Donc quand c'est la marche arrière, ça va parce qu'on a le radar de recul. Par contre, au bord d'un petit précipice, on peut vite faire une erreur. Parce qu'en plus, quand on est sur le mode D, le véhicule s'élance un peu tout seul. Donc bien faire attention à cela. Il faut bien prendre des habitudes et surtout toujours regarder sur quel mode on est. On a aussi un bouton qui correspond au freinage de moyenne intensité. Donc de base, quand on lâche l'accélérateur, le véhicule se recharge, on va dire, lentement. Par contre, avec le mode B, la recharge est plus rapide. Donc ça permet de se rapprocher, on va dire, du mode à une pédale. Donc, par contre, au niveau de l'ergonomie, le bouton est un petit peu difficile à trouver au début. Ça aurait été plus pratique qu'il soit sur le volant ou enfin, un endroit proche. Donc on est presque sur du mode une pédale, mais par contre le véhicule ne s'arrête pas tout seul. Il faut, quand on descend sous les 10 ou 8 km par heure, appuyer vraiment sur la pédale de frein. Donc on est presque sur du mode une pédale, mais pas totalement. Donc le freinage là au pied, dans tous les cas, quand on freine au pied en mode D en tout cas, ça entraîne la recharge de la batterie de manière proportionnelle à la pression exercée. Et sur l'écran, comme tous les autres véhicules, on a aussi un indicateur qui montre justement la recharge. Donc ça c'est
important. Donc on peut soit freiner en utilisant la pédale de pied, ou alors en anticipant avec le bouton B pour break. Et pendant qu'on y est aussi sur ce véhicule-là, le véhicule peut passer en mode N tout en roulant. Donc le mode N pour neutre ou aussi roue libre. Donc je dis ça, je dis rien, mais en tout cas, ceux qui font de l'éco-conduite auront compris vraiment de suite. Donc l'avantage, c'est qu'avec une voiture électrique, cela se fait discrètement. Et pour le cas général, comme pour tous les autres véhicules, ça permet vraiment de consommer moins. Le sélecteur à droite, lui, permet de régler la puissance disponible. Donc au maximum, la puissance est de 100 kW, donc soit environ 136 chevaux. Avec un véhicule électrique, la puissance est instantanée et continue. Donc en fait, ça procure des accélérations plus importantes, surtout à faible vitesse, que les véhicules thermiques équivalents. Surtout qu'en même temps, il n'y a pas de passage de vitesse, donc l'accélération est vraiment continue, franche et vive. Donc il faut vraiment faire attention au contrôle de son véhicule car la vitesse augmente vraiment très vite. Encore là, la C4 électrique n'est pas très puissante par rapport à d'autres véhicules électriques où juste une simple pression sur l'accélérateur fait partir à des vitesses vraiment élevées. Donc beaucoup de voitures électriques de grosse taille et de grosse puissance, je pense qu'il faudrait vraiment des stages de pilotage sur circuit pour apprendre à maîtriser ce qui n'est plus un véhicule mais vraiment des voitures de sport. Donc ici on en est loin, on a quand même des prestations à l'accélération qui sont très intéressantes, mais bon, pas besoin d'école de pilotage non plus, ça reste, on va dire, correct. Bon, ce mode, il est à utiliser avec parcimonie parce qu'il consomme beaucoup, et aussi on a vite fait d'accélérer, et avec les radars, c'est un peu difficile, donc il faut quand même rester dans le cadre de la loi et respecter les limites. Donc ce mode est surtout utile pour les fortes et longues montées, pour éviter de ralentir trop, ou alors ça sert aussi dans le trafic routier, ça permet vraiment de se glisser ou de dépasser rapidement. Et pour les dépassements, ce mode-là donne une puissance vraiment très importante, donc ça permet vraiment de sécuriser ces dépassements. Après, pour l'usage quotidien, il vaut mieux favoriser le mode éco qui vraiment préserve l'autonomie de la batterie. Avant de revenir sur la batterie et l'autonomie, quand j'ai acheté le véhicule justement par rapport à la question des écrans partout, je voulais vraiment avoir un écran qui puisse s'éteindre. Donc on ne sait jamais, hein. Peut-être que ça n'aurait pas été possible, mais en tout cas ici c'est bien possible. Donc on voit, il y a le mode en bas à gauche, Dark, qui permet, une fois appuyé, de ne pas voir son écran et de ne pas être dérangé quand on conduit la nuit. Donc ça c'est vraiment pratique de ne pas être dérangé par les écrans. On reste vraiment attentif à la route et uniquement à la route. Une autre petite chose qui me dérangeait au début, enfin surtout avant l'achat, c'était l'absence de feu anti-brouillard. Quand on conduit sur des petites routes en forêt avec des animaux ou parfois des piétons, l'anti-brouillard est vraiment quelque chose de très sécurisant. Là, le véhicule, la nuit, en fait, a un très bon éclairage, donc pas vraiment besoin, enfin l'absence d'anti-brouillard ici n'est pas problématique par rapport à d'autres véhicules qui, sans anti-brouillard, on ne voit vraiment pas très bien. Donc là, l'éclairage la nuit est vraiment très bien. Donc il ne faut pas être dérangé par cette absence d'anti-brouillard. En fait, il n'y en a pas vraiment l'utilité vu la qualité de l'éclairage. La climatisation est bizone, donc on peut régler différemment la température à gauche et à droite par les écrans, par l'écran tactile ou aussi par les boutons. Bon, la clim, c'est pas très écolo, mais bon, de temps en temps, ça fait quand même du bien, surtout quand il fait très chaud. Comme sur les autres véhicules modernes, c'est très pratique, on peut connecter son téléphone pour accéder à ses appels, aux cartes ou encore écouter de la musique. Le son de la voiture est vraiment bon et écouter sa musique préférée dans le silence presque complet, c'est vraiment très agréable. Donc avis aux mélomanes, les voitures électriques sont vraiment faites pour vous. On peut vraiment profiter de sa musique en regardant de beaux paysages, le tout dans le silence. Également, les nombreuses aides à la conduite peuvent être désactivées. Donc l'envoi aide au stationnement, c'est le petit bip. L'antipatinage peut être aussi désactivé. Après, le freinage actif de sécurité, c'est quand on est trop proche d'un véhicule que l'on suit, peut être aussi désactivé. Lecture, préconisation de vitesse, donc c'est la lecture des panneaux. Donc en général,
ça marche assez bien. Par contre, si on est sur deux routes parallèles, il va lire les panneaux et à droite et à gauche. Donc parfois il y a il y a des petites erreurs, mais bon, globalement ça marche bien. Et l'alerte attention du conducteur, donc ça parfois, une petite alarme retentit pour dire tenez le volant. Enfin, le témoin lumineux dit tenez le volant. Bon, c'est si on a une main qui se balade ailleurs, la petite alarme sonne. Par contre, on ne peut pas retirer l'absence de bruit. Donc ça, je sais que certains sont allergiques aux moteurs qui se coupent, par exemple, donc désactive le système stop and start et le désactive pour plus avoir l'absence de bruit. Ici, sur un véhicule électrique, ben, on ne peut pas retirer l'absence de bruit. Donc ceux qui aiment le bruit ou alors qui ont peur du silence, et bien là, le véhicule électrique, je ne sais pas. En tout cas, sur la Citroën électrique, ici, on peut pas ajouter du bruit. À la limite, la musique. On peut mettre de la musique avec un bruit, avec des ronronnements, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, le but, c'est vraiment d'avoir du silence. Donc maintenant, l'autonomie. Donc la question est simple. Soit on veut de l'autonomie, soit on veut un prix correct. Les deux ne sont pas vraiment possibles, car plus l'autonomie est élevée, plus le véhicule est cher, car les batteries ont quand même un coût important dans le total du véhicule. Et de l'autre côté, plus l'autonomie est faible, plus on est dépendant de la recharge et des recharges, et moins on peut être libre d'aller où l'on veut. Donc il faut trouver le juste milieu. Ici sur ce véhicule, la capacité de la batterie disponible est environ de 48 kWh. Bon, brut c'est 50. Au vu du prix, quelques kilowattheures en plus n'auraient pas été inutiles. 54 kWh, ça aurait été quand même bien pour vraiment avoir une autonomie réelle de 400 km. Ici, on est un petit peu en dessous, donc on est à 360 km. Donc après, dans la réalité, tout dépend du trajet et du conducteur. Ça, c'est vraiment important. C'est comme pour un véhicule thermique. En fonction du trajet et de la conduite, on peut soit être au-dessus de la valeur homologuée, mais on peut également être en dessous. Donc si on est en dessous, les 360 km se font vraiment sans aucun problème. Après, sur autoroute, à 130 km par heure, ça ne va pas être possible. Donc sur autoroute ou voie rapide, il faut aller un petit peu moins vite. Donc sur le parcours mixte avec des routes de montagne, des villages et un petit peu de voie rapide, ici on voit que l'ordinateur indique 11,6 kWh pour 100 km. Et là sur le total quand même de plus de 900 km. Donc par rapport à la consommation, c'est quand même bien. On voit que la vitesse moyenne est assez basse. En fait, c'est souvent que je m'arrête. Par exemple, bon, je ne vais pas raconter ma vie, mais bon, quand on m'appelle, je ne réponds pas et je m'arrête dès que je peux. Et forcément, ça fait des arrêts que l'ordinateur calcule. Au niveau du prix, donc avant la nouvelle augmentation des tarifs d'électricité, donc 100 km, là cette consommation, ça coûte vraiment moins de 2 euros, sachant que je recharge en heure creuse. Et avec la nouvelle augmentation, on passera à peu près à 2 euros. Donc par rapport au véhicule thermique, on reste vraiment, vraiment très, très rentable. Donc environ 2 euros pour faire 100 km, c'est vraiment toujours très, très intéressant. Après, bien sûr, il ne faut pas recharger sur les bandes de recharge les plus chères. Vraiment, les bandes de recharge rapides à prix exorbitant sont vraiment à réserver pour les circonstances exceptionnelles, vraiment. Ou alors, si la société dans laquelle vous travaillez peut rembourser cela. Mais de manière générale, il faut faire la chasse aux bornes les moins chères. Et donc, justement, il y en a de plus en plus. Ça, c'est quand même bien. Là, ici, sur un trajet sans voie rapide, donc seulement montagne et ville, et bien sûr aussi quelques arrêts par-ci par-là, on descend à 10,7 kWh pour 100 km. Donc c'est moins que tout à l'heure, et c'est des consommations qui sont vraiment très très positives pour un véhicule de 1,5 tonne. Donc là aussi, c'est que j'ai bien repris mes habitudes d'éco-conduite, et ça permet vraiment de maintenir une consommation vraiment basse. Alors maintenant, le coffre. Donc le coffre, c'est quand même pratique parce que l'accès est large et surtout il n'y a pas de seuil de chargement. Après le haillon s'ouvre de manière assez haute, donc dans les parcs souterrains, il faut faire attention de ne pas toucher le plafond.
Et également la porte du coffre est assez lourde, donc ne pas hésiter à fermer avec deux mains, sinon on risque de se faire mal au dos. Donc le coffre, on a un double fond, donc ici avec le cache, et ici le double fond qui permet de ranger ces câbles de recharge. Donc ça c'est pratique, ça évite qu'ils traînent partout. Après, la banquette arrière se rabat en 2 tiers, 1 tiers, et en appuyant un peu, on a un ensemble presque plat. Donc ça c'est aussi pratique. Également pour ceux qui veulent faire du camping car camper dans son véhicule, on peut s'allonger sans toucher le fond tant qu'on fait à peu près moins d'1,80 m. Donc si on avance bien le siège conducteur ou passager au maximum, on met un tout petit matelas et donc on peut vraiment s'allonger sans toucher le fond du véhicule. Donc pour une compacte, ça par contre c'est très bien, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire. Donc ça permet vraiment de profiter des vacances et de camper sans être dehors. Donc ça, c'est des petits plus qui sont intéressants. Alors à l'intérieur du véhicule, et par exemple à l'arrière, on a beaucoup de place pour les jambes. Donc encore une fois, pour une compacte, on a vraiment beaucoup de place et on se croirait même dans une familiale. Vraiment, l'habitacle est quand même très grand. Et ça, c'est intéressant parce que de l'extérieur, on a l'impression quand même que la voiture est assez coupée, alors que de l'intérieur, on a vraiment une sensation d'espace. Même si, bien sûr, si on fait 2 mètres de haut, on va vraiment toucher. Peut-être aussi 1,92 m, 13, on va aussi toucher. Mais sinon, la tête ne touche pas. Donc quand on n'est pas trop grand, justement, on a une bonne sensation d'espace et on a vraiment de la place pour les jambes. Et ça, c'est bien. Donc la recharge. Donc ça c'est un point qui est vraiment très important avant d'avoir un véhicule électrique parce qu'on passe vraiment dans un autre monde où il y a différents câbles de recharge, différents systèmes, courant, intensité, tension, puissance, parfois même résistance, on ne sait jamais. Donc là on voit en fait tout le programme d'électricité du collège. Donc pour ceux pour qui c'est loin, c'est pas facile. Et pour les autres, ça va mieux. Donc là, il faut bien reprendre les bases d'électricité pour bien tout comprendre. Donc il y a différents types de câbles. Donc pour recharger chez soi, il faut un câble, pour ce véhicule, hein, c'est un câble de type 2, avec d'un côté justement la prise relativement arrondie, comme on va voir après, et de l'autre côté, une prise justement électrique qui permet de se brancher chez soi. Donc voici la partie type 2, donc ça c'est ce qu'il faut insérer dans le véhicule électrique. Donc pour la charge à domicile, également appelée charge lente, il faut quand même veiller à prendre un chargeur qui ait l'intensité la plus importante. Si on charge à 10 ampères, la charge va être vraiment lente. Par contre, 16 ampères, voire pourquoi pas 32 ampères, hein, beaucoup de maisons ont également des prises à 32 ampères. 16 ampères c'est quand même la norme, mais une intensité de 32 ampères, on peut la retrouver également sur les prises dans la cuisine, pour surtout le four, certains fours, et également certains chauffe-eau. Donc même 32 ampères, ce n'est pas quelque chose de très rare. Mais même 16 ampères, c'est correct. Donc ça veut dire qu'à 16 ampères, donc on fait la formule 1, P est égal à U fois I, donc U la tension 230 volts chez nous, I l'intensité 16 ampères, donc on a une puissance à peu près de 3,6 kWh. Donc ça veut dire que par heure on recharge 3,6 kWh de la batterie. Si on a un forfait d'électricité avec 8 heures creuses par jour, ça nous fait à peu près, on arrondit, 29 kWh par jour de rechargeable en heure creuse, et ça nous correspond à peu près à 60% de la batterie. Et c'est assez pour faire environ 220 km par jour en mixte. Donc on peut recharger vraiment à prix très correct, de quoi faire plus de 200 km par jour. Donc ça, cette distance, elle couvre vraiment les besoins de la majorité des conducteurs. Donc ça, la question de recharge, il n'y a pas vraiment de problème. Il faut juste faire attention à bien prendre un câble qui monte à 16 ampères au minimum. Et là, justement, ce câble-là se branche, comme on a vu juste avant, sur une prise classique. Il n'y a vraiment besoin de rien. Si le câble n'est pas livré avec le véhicule,
il faut l'acheter sur internet, ça coûte relativement, c'est pas extrêmement cher, surtout ça s'amortit par rapport à une recharge sur les prises publiques. Voici la trappe permettant la recharge du véhicule, donc sur la C4 électrique, c'est situé à gauche. Donc là, on voit où on peut brancher le câble, et si on retire le petit clip, c'est pour permettre la charge rapide. Donc là, le constructeur Citroën annonce en charge rapide, donc 80% de charge en 30 minutes sur une borne de 100 kWh. Bon, dans la réalité, c'est peut-être pas exactement cela, mais en tout cas, les longs parcours ne sont plus censés être un problème. Bon, bien sûr, il faut que la borne ne soit pas trop chère, accessible et qu'il n'y ait pas du monde avant. Mais en tout cas, le problème de la recharge n'est plus vraiment un problème d'accessibilité, mais surtout un problème de prix, parce que sur autoroute, le prix de la recharge est quand même très très onéreux. Bon, après, si c'est pour utiliser 2 fois par an, par rapport à tout le reste de l'année, c'est quand même vite amorti. Par contre, si on fait de l'autoroute et qu'on charge sur l'autoroute tous les jours, là, par contre, le choix de l'électrique n'est peut-être pas très bon. Mais attention, c'est vraiment si on fait beaucoup de distance par jour. Et voilà, quand on branche le véhicule, donc quand on branche le véhicule, il y a le verrouillage justement du système. Donc on ne peut pas retirer, c'est vraiment verrouillé. Donc ça, c'est quand même pour la sécurité, c'est bien. Et pour déverrouiller, soit avec la clé, la télécommande de la clé déverrouillée, ou alors par la borne ou par la prise électrique, il suffit de couper le courant et ça se déverrouille.